Et c'est YouTube et aujourd'hui on va parler de mon stage de L3 sur les neutrinos. Donc cette année je suis en L3 et en L3 au mois de janvier on a une obligation de faire un stage. Moi j'adore deux choses, deux domaines de la physique. Soit la cosmologie et l'étude de l'univers, soit l'infiniment petit et l'étude des particules. Et à Nantes on a de la chance d'avoir Subatech. Subatech c'est l'un des pôles principaux de recherche de physique subatomique en France et c'est un centre de recherche de physique dans l'infiniment petit. L'année dernière, j'ai eu la chance de participer à iGEM, qui est une association de biologie, et durant les journées de présentation de notre programme, donc c'était la journée de la science, et je suis allé sur le pôle physique subatomique, et donc il y avait Subatech. Et là, j'ai rencontré Mathieu Beaugrand, qui est devenu cette année mon maître de stage. Donc c'est un physicien des neutrinos, et donc le sujet de mon stage s'est porté sur les neutrinos. Donc vous pouvez voir juste derrière, en fait, ici, c'est mon rapport de stage. Et le sujet était vachement intéressant. C'était la mesure des oscillations de neutrinos sur Juno, donc qui est un nouveau détecteur de neutrinos, durant une vingtaine d'années. Donc d'abord je vais vous expliquer ce que c'est les neutrinos, et ensuite je vous expliquerai Juno, et ensuite je ferai une ou deux vidéos après celle-ci, parce que celle-ci va être plutôt sur la vulgarisation, qui va être beaucoup plus axée sur la science, et ça sera sur les autres parties de ce rapport de stage. Parce que bien sûr, forcément, un rapport de stage, totalement en L3, c'est beaucoup plus compliqué que de la vulgarisation pure et simple de la physique des neutrinos. Mais bon, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un neutrino? Dans l'univers, il y a trois familles de particules. Il y a les bosons, les quarks et les leptons. Alors, les quarks, c'est la composante fondamentale de la matière. Donc c'est par exemple dans un proton et un neutron, qui sont les matériaux fondamentaux d'un atome. À l'intérieur, il y a trois quarks. Souvent 2 up et 1 down, ou 2 down et 1 up. Up et down, ce sont les principaux quarks qu'il y a dans la matière, mais il existe d'autres types de quarks, charm, bottom, je sais plus quoi, mais bon, c'est des noms un peu bizarres, parce que les physiciens adorent mettre des noms bizarres. Donc ça, c'est les quarks. Ensuite, on a les bosons, qui sont les particules qui, en fait, expriment l'interaction des forces fondamentales dans notre univers. Donc, par exemple, le photon, ça va être les ondes électromagnétiques, le gluon, ça va être la force forte, les bosons Z et W, ça va être sur la force faible, et on n'a toujours pas le boson qui est directement l'interaction de la gravité. Ça, on ne connaît pas, il y a des théories qui nous disent le graviton, mais on l'a jamais observé, donc on n'a aucune idée. Mais du moins, les trois principales forces fondamentales dans l'infiniment petit, qui est l'interaction faible, l'interaction forte et l'interaction électromagnétisme, sont représentées par ces quatre bosons. Et enfin, la dernière famille, la troisième famille, c'est les leptons. Ce sont des particules élémentaires, et les plus connus, c'est l'électron. L'électron, c'est la particule négative qui tourne autour du noyau de l'atome. Mais il existe aussi le muon, le tau et leurs neutrinos respectifs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ces muons et taux sont dus notamment à la désintégration cosmique qui arrive dans l'atmosphère. Quand les particules cosmiques qui viennent du Soleil, etc., arrivent dans l'atmosphère, on a beaucoup de désintégrations. Les désintégrations bêta nous créent différentes particules. Des électrons, des taux ou des muons. Et c'est notamment grâce à ces particules qu'on a pu, par exemple, mesurer la relativité restreinte, etc. Mais c'est des particules fondamentales qui sont très importantes en physique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe trois désintégrations. L'alpha, le bêta et le gamma. Mais on va aujourd'hui utiliser le bêta, bêta plus ou bêta moins, il y a deux types de désintégration bêta, parce que c'est grâce à elle qu'on a un antineutrino, donc l'antiparticule du neutrino, et donc c'est comme ça qu'on mesure et qu'on a découvert les neutrinos. Donc comme je viens de le dire, les neutrinos appartiennent à la famille des leptons. Donc ils ont un spin 1,5 pour ceux qui connaissent ce que veut dire le spin, et ils ont une masse extrêmement faible et une charge nulle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 30, en fait, quand on observait les désintégrations bêta, les physiciens ont remarqué qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de conservation d'énergie. On avait plus d'énergie au début de la désintégration qu'au résultat de la désintégration. Ce qui est un gros problème, parce que ça casse l'une des lois fondamentales de la physique, la seconde loi de la thermodynamique, la conservation de l'énergie. Et donc les physiciens se sont dit, bon, il y a un problème, alors soit cette théorie est cassée, soit il y a un truc bizarre. Et en fait, c'est un physicien extrêmement connu, qui s'appelle Wolfgang Pauli, donc c'est un Allemand, et qui a théorisé en fait qu'il existerait une petite particule qu'à l'époque il appelait neutron, mais vous allez voir après pourquoi on l'a appelé neutrino, et en fait qui était une particule presque impossible à mesurer, d'une masse extrêmement faible, 100 fois supérieure aux masses des particules qui interagissaient durant cette désintégration, et donc, en fait, c'est ce qui permettrait de résoudre ce problème de désintégration et de conservation d'énergie. Sauf que 2-3 ans plus tard, Chadwick,
un physicien anglais, découvre le neutron, la particule neutre dans le noyau d'un atome. Donc en fait, ils ont dû changer le nom du neutron, et c'est un physicien italien, Enrico Fermi, qui propose le petit neutron en italien qui se dit neutrino. Donc voilà tout simplement pourquoi on appelle un neutrino un neutrino. Le neutrino a des caractéristiques assez particulières. Tout d'abord, il est extrêmement difficile à observer, parce qu'il n'interagit qu'avec la force faible. Et la force faible, c'est vraiment une force extrêmement faible, comme son nom l'indique, parce qu'il interagit sur une très petite distance. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est un peu de la merde, parce que c'est pas que la très petite distance, mais c'est aussi parce que c'est une force extrêmement faible. Elle a une force des millions de fois plus faible que celle de l'électromagnétisme ou de la force forte. Et ensuite, je parle de la force forte, et ce n'est pas non plus la cohésion entre les protons-neutrons, mais entre les quarks. Donc attention. C'est pas l'interaction forte qui collisionne les protons-neutrons qui crée la matière elle-même, c'est plutôt une force qui interagit grâce à un boson W, et qui crée moult effets, notamment des effets qu'on apprend peut-être, si je dis pas de bêtises, en terminale, si vous avez des connaissances en chimie et en physique, comme la force hydrogène, là je sais plus comment on appelle ça, mais et aussi tout ce qui est force Van Allen, etc. Le fait est que ça interagit extrêmement peu avec la matière. Le neutrino peut carrément traverser la planète Terre, ou une planète beaucoup plus grande, ou carrément un mur d'une année-lumière d'épaisseur, sans ne serait-ce que toucher un atome. Et ça, c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que c'est incroyablement compliqué à observer. Et pourtant, on a des milliards et des milliards de neutrinos qui nous passent chaque seconde dans notre corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va prendre à une échelle de grandeur, mais mon pouce ici, qui fait 1 ou 2 cm², et ben il y a 10 puissance 21 neutrinos qui passent toutes les secondes à travers mon pouce. Pourtant, si on prend un immense détecteur qui fait genre 30 mètres de diamètre, et ben on va observer que 2 à 3 neutrinos par jour, ou un peu plus, en fonction des détecteurs, etc. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques assez folles du neutrino, c'est que c'est ultra compliqué à déterminer et à observer. Le neutrino a une seconde caractéristique assez étrange, c'est qu'il possède plusieurs saveurs, donc plusieurs types de neutrinos. Il y a le neutrino électronique, le neutrino muoïque et le neutrino tauique. Et comme vous avez pu le comprendre, en fait, ils sont en corrélation avec le muon, l'électron et le tau. Ce qui veut dire qu'en fait, quand dans l'atmosphère, il y a des désintégrations bêta, en fait, il y a des désintégrations bêta, muon, tauique ou électronique. Donc ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un atome, désintégration bêta, on gagne un proton, donc le neutron devient un proton, et on a la création, forcément par énergie, d'un électron, d'un muon ou d'un tau. Mais bon, ça c'est en fonction de l'énergie, etc. C'est un délire. Je vais pas vous expliquer exactement comment ça se forme, mais il faut comprendre à peu près comme ça. Et en plus, d'un antineutrino. Et c'est cet antineutrino-là qui est soit électronique si c'est un électron, soit muoïque si c'est un muon, soit tauique si c'est un tau. Et ça qui est assez fou en fait. C'est souvent à cause de l'énergie, parce qu'un tau est beaucoup plus lourd, donc beaucoup plus énergétique qu'un muon, qui est aussi plus énergique qu'un électron. Et enfin, la dernière caractéristique qui est assez... Là par contre, elle est très bizarre. C'est qu'un neutrino oscille. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle vibre pas, en soi elle ne vibre pas elle-même, c'est qu'elle change de saveur en fonction de la distance ou de l'énergie qu'elle a. On va pas se mentir, c'est bizarre. Imaginons par exemple qu'on est à l'instant 0, qu'on envoie un neutrino électronique. Et bah peut-être qu'à 2-3 mètres ou à 2-3 km, ou en fonction de son énergie, et bah le référentiel qui sera à côté va recevoir un neutrino tauique ou muoïque. Bon, il faut faire attention à la conservation d'énergie. Par exemple, un neutrino électronique a aucune probabilité, voire une très très faible probabilité de devenir un tau, ou alors il y a une transformation énergétique qui se passe parce que le tau est tellement plus lourd que l'électron que c'est presque impossible qu'il y ait une oscillation comme ça. Mais par exemple, de passer d'une saveur muonique à une saveur électronique, c'est possible. Ou d'une saveur électronique à muoïque également. Et muoïque tauique, tauique électronique, etc. Donc ça qui est assez fou en fait, c'est que la particule a une caractéristique, et en fonction de la distance parcourue, elle change de caractéristique. De caractéristiques en plus intrinsèques, fondamentales. Et c'est trop bizarre. C'est pour ça qu'en fait, les physiciens sont obligés de calculer en fait l'oscillation des neutrinos pour pouvoir mettre exactement au bon endroit le détecteur et détecter les bons neutrinos.
Parce qu'aujourd'hui, on utilise des détecteurs, et notamment Juno, un détecteur qui est en construction en Chine, qui fait 35 mètres de diamètre, il y a 25 000 tonnes de liquide scintillateur qui permettent d'observer le neutrino, et il est à 52 km de deux énormes réacteurs nucléaires, qui ont eux-mêmes 8 ou 9 réacteurs à l'intérieur, et en fait qui sont les plus puissants réacteurs au monde. Et en fait, les réacteurs nucléaires, vu que c'est plein de petites désintégrations et de fissions d'atomes, ben en fait ça crée énormément de neutrinos, mais vu que c'est la même matière, c'est de l'uranium, et ben c'est le même type de neutrino qui est envoyé. Et si on calcule la distance d'oscillation, ce que j'ai fait notamment, on voit qu'à 52 km, et ben il y a oscillation entre, par exemple, de l'électronique autoïque. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir observer, s'il y a une baisse de neutrinos observée, ça veut dire qu'il y a une oscillation, et donc ça prouve qu'il y a oscillation. Et le truc, c'est qu'il y a plein d'autres caractéristiques qui sont plus complexes à comprendre, et je parlerai sur la prochaine vidéo, qui sont extrêmement importantes, parce que si on ne connaît pas ces caractéristiques-là, eh ben on ne peut pas du tout calculer les probabilités, etc., d'oscillation, et ainsi de suite. Mais bon, ça c'est plus mathématique, plus physique, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, vous avez déjà une bonne approche. Si on résume, un neutrino c'est quoi? Il n'a aucune charge, ce qui veut dire qu'il n'est pas positif ou négatif, il n'attire rien du tout, il n'interagit qu'avec la force faible, donc c'est très compliqué de l'observer à cause de ça. Il a une caractéristique très bizarre, c'est qu'il oscille entre trois choses, qui sont trois saveurs, qui sont en fait trois états caractéristiques de neutrinos, qui sont eux-mêmes corrélés avec des leptons, qui sont l'électron, le muon et le taux. Voilà ce qu'est un neutrino. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le neutrino est vraiment un domaine de recherche extrêmement important en physique, parce qu'il pourrait expliquer pas mal de choses. Si on découvre un neutrino trop lourd, plus lourd que ceux qu'on a déjà découvert, peut-être que c'est une réponse à la matière noire, qui est une des matières, une des choses qu'on ne comprend pas dans l'univers. Ou peut-être même une conséquence de l'énergie noire, qui permet l'expansion de l'univers. Ça, on ne sait pas du tout. Et c'est ça qui peut vraiment, vraiment aider. Et donc on a besoin d'énormes détecteurs, comme je l'ai dit, 35 mètres de diamètre, des dizaines de milliers de tonnes de liquide qui permet d'observer, des milliers de photodétecteurs qui permettent de regarder la lumière qu'émettent les neutrinos, et des très longues durées de mesure pour avoir, en fait, la détermination, par exemple, d'une hiérarchie de masse, comme je l'ai expliqué, ou d'autres choses qui permettraient, en fait, d'expliquer plus globalement et plus précisément ce qu'est le neutrino, et potentiellement théoriser sur d'autres types de neutrinos. Donc ça, je trouve ça ultra intéressant, et c'est pour ça, notamment, que j'ai voulu faire ce stage que j'ai trouvé juste incroyable. Donc je remercie beaucoup Mathieu Beaugrand, mon maître de stage. Vous pouvez faire des recherches sur lui, il y aura sur le CNRS notamment. Il a fait une thèse vachement intéressante aussi, si vous voulez la voir. J'essaierai de faire une petite interview de lui, si possible. Vous verrez bien si ça sort un jour, sur ce qu'est un physicien neutrino, ce qu'est un physicien tout court, parce que ça c'est vachement intéressant, hein. Je parle de beaucoup de physique, mais comment devenir physicien globalement, hein, et quel chemin on peut avoir pour être physicien. Et bien sûr, toutes les contraintes, toutes les choses incroyables à faire, toutes les conférences, etc. que l'on vit en tant que physicien. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette petite vidéo qui a été plus longue que prévu. En fait, je blablate, mais je trouve ça tellement intéressant que vous allez voir, les prochaines vidéos vont être aussi longues, voire plus. Et si vous voulez voir vraiment spécifiquement dessus, sur par exemple mon rapport de stage ou sur les neutrinos, et ben, j'ai fait un live il y a quelques jours sur ce sujet-là, et j'ai réexpliqué exactement avec, par contre, les formules mathématiques, toute la physique de neutrinos, l'explication de ce que j'ai fait durant mon stage, etc. Si vous êtes intéressé, il y aura le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo, je vous dis à plus, à la prochaine, et merci d'avoir regardé.